mental en harmonie avec, tu vois, c'est ça le truc en fait. On veut tout fantasmer en fait, mais on n'en sait rien. Est-ce que tu vois, ah oui, il y a ça, alors moi j'ai ça à l'intérieur. On ne sait pas. On sait pas. Ce que j'avais dit, peut-être, t'imagines. Oui, quand vous parliez de Hildegard de Bingen, tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que ces traités médicaux étaient quand même assez invalidés. Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'études cliniques qui avaient été faites en Allemagne et aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas du tout, qui sont vraiment dans une espèce de pensée magique assez inhérent au Moyen-Âge. Mais il y a pas mal de choses qui ont été quand même aussi validées en termes de soins, notamment sur l'utilisation du vin. Ouais. Et sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les plantes, mais notamment sur la musicothérapie, elle a quand même posé des bases qui sont encore assez validées. Oui, en plus, c'est beaucoup étudié aujourd'hui, les écrits d'Hildegard. Oui, parce qu'elle a, vu refait, l'époque quand même dans laquelle elle se situait, elle a quand même été déclarée docteur de l'Église par le Vatican, et vu le parcours de vie qu'elle a eu, de grande mystique et tout, pour une femme de cette époque, c'était quand même C'était quand même elle ça qui a regroupé beaucoup d'écrits qu'il y avait. Beaucoup d'observations de sa part aussi. Oui, beaucoup d'observations. Non, mais les écrits d'Hildegard, voilà, c'est super qu'on ait accès à ça. Et oui, tout à fait. Et à cette époque, dans les monastères, ils se considéraient un peu comme les médecins du peuple. C'était eux qui soignaient aussi. Donc ils ont fait aussi pas mal d'expérimentations. Ça a aussi beaucoup marché comme ça. Et quand vous parliez tout à l'heure de, je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'utilisation d'éléments animaux qu'on a tendance à trouver très exotiques ou farfelus, comme de la bave de crapaud ou des choses comme ça, il y a quand même beaucoup d'utilisation d'éléments dans la sorcellerie paysanne qui ont en fait été quand même validés de façon clinique, même si elles paraissent vraiment très folkloriques. Ça nous paraît incroyable d'utiliser ça. Je ne dis pas que c'était pas... qu'il n'y a pas de bon sens. Moi, j'imagine que si on les utilisait, de toute façon, c'est que ça devait fonctionner. Parce qu'à l'époque, il fallait que ça fonctionne quand même, les produits. Donc si on les utilisait, c'est qu'il y avait une raison. Donc j'imagine, mais il y aurait des recherches à faire dessus. Je sais que par exemple, sur l'utilisation du sang humain ou animal comme liant dans les potions vulgarandies, en fait, il y a un vrai composé chimique dans le sang qui lie les éléments. Après, j'ai pas du tout d'informations. Oui. Mais c'est intéressant parce que vous parlez de la bave de crapaud là, qui a été utilisée. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le sirop hélicidine en pharmacie. C'est la bave d'escargot. Voilà. Et la bave d'escargot était utilisée aussi. Donc, comme quoi, voilà. Donc il y a bien un composé chimique dedans qui est un antitussif et qui a été suffisamment étudié pour qu'on en fasse un médicament. Donc en fait, oui, c'est juste que c'est plus dans nos usages. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal, il faudrait peut-être y retourner, mais ça nous paraît aberrant d'utiliser du serpent ou du crapaud. Le venin du serpent est utilisé. Oui, tout à fait. Alors bon, parfois, des fois, il y avait des usages vraiment magiques, où on n'avait même pas besoin d'aller absorber le remède avec les araignées, tout ça. Bon, là, on peut se poser la question, comment ça pouvait fonctionner, on l'ingérait même pas. Inhalation. Hein? Par inhalation. Ouais, non, je sais plus ce que c'était, les trucs avec les araignées, où il fallait les prendre à telle période, il y avait tout un tas de prières à faire, et voilà, mais on n'y touchait pas, c'était ça. De toute façon, en général, il y avait quand même Oui, voilà. C'est psychologique. Voilà, il y avait un côté croyance. C'était des rituels. C'était des rituels. C'était des croyances, c'était quand même lié à la religion. Mais ça faisait partie de l'époque, hein. Voilà, il faut resituer dans le contexte. Hein, je me demande sur ces questions-là, justement, de prière, spiritualité. Tu parlais justement que tu n'avais pas trop collecté ces prières et même ces proverbes. Je les ai collectés, mais disons que moi, je m'intéresse vraiment, j'essaie de me cibler sur le côté plante. Mais je les ai lus, hein, je les ai effectivement. Parce que moi, je me demande à quel moment ce serait pas intéressant justement de revenir à cette spiritualité, d'usage de la plante qui n'est pas forcément connectée, qu'on déconnectera peut-être de ce truc de religion classique, mais d'être aussi dans une approche de la plante qui soit pas juste factuelle de prendre pour prendre, mais aussi de se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a comme relation autre dynamique qu'il peut y avoir et être dans un autre rapport, et toutes ces prières et
ces proverbes, je les trouve très beaux, toujours. C'est de la poésie, en fait. Je me dis, la poésie, elle a sa place aussi, peut-être. Bah, de toute façon, beaucoup de gens y reviennent à l'autorité spirituelle. Voilà. Donc c'est que, voilà, il y a quelque Après, chose. peut-être, il faut enlever le mot religion. Oui, voilà. Qui bloque les Oui, gens. oui, C'est c'est des, vrai, ouais. c'est des incantations. Ça bloque en fait religion, on s'enferme dans des Ouais. choses. Bah, aujourd'hui, les pratiques méditatives et tout, c'est une autre forme de spiritualité, mais c'est pas strictement religieux. Mais Ça n'a rien à voir. voilà, c'est un C'est peu une le autre même connexion but. avec la nature. Ouais, en voilà. fait. Puis il y a un effet sur la somatique. Enfin, je veux dire, là, c'est effectivement, comme tu dis, c'est parce qu'on met des mots dessus qui sont tout de suite clivants, parce qu'on projette notre, beaucoup de choses dessus, mais en réalité, ça reste un rapport au corps et ça peut participer d'un auto-soin aussi, en plus des Oui, oui, effets tout à fait. curatifs. L'auto-guérison. Ouais. C'est performatif. Ouais. À étudier aussi. À méditer. À méditer. Tout à fait, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres exemples par rapport à la gémothérapie parce que là on parle de transmission, donc là on voit bien qu'on est dans une époque de rupture de transmission, hein, si on est là, c'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme la gémothérapie qui prend, alors c'est nouveau, mais est-ce qu'il y a des exemples on prend de ce qui se faisait avant avec des recherches ou des choses qui peuvent émerger comme la gémothérapie, puis d'en faire quelque chose d'hybride, c'est-à-dire entre la transmission et puis des nouvelles recherches, des nouvelles... Un peu quand même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle, quand on regarde les définitions médicinales des plantes, elle met souvent, il est admis que traditionnellement cette plante est utilisée pour. Donc quand même, elle a retranscrit, il y a des choses qui ont été retranscrites officiellement sur les usages traditionnels. Pas tout, mais quelques usages traditionnels sont communément convenus en fait aujourd'hui. Donc ça s'est pas complet, ça s'est énormément appauvri, mais on a gardé quelques trucs, pas beaucoup je trouve globalement. C'est dommage. Une question peut-être plus historique, est-ce que cet appauvrissement est daté historiquement de la disparition du statut du certificat d'herboriste avec la création de la sécurité sociale en 1945, ou est-ce que si c'est ça, c'est très récent finalement, Oui. on peut espérer récupérer pas mal de connaissances. C'est pour ça qu'on en récupère, c'est que justement, oui, je pense que là, disons qu'il y avait déjà une lente descente, mais c'est sûr que la sécurité sociale, ça a mis un pas de plus vers, c'est bon, on arrête quoi, voilà, on a les plantes, on arrête, et voilà. Et après, c'était pas à la mode, c'était plus à la mode les plantes à cette époque-là. Et puis il y a eu l'exode rural. Donc à l'époque, il y avait 80% de la population qui vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, on a 80% de la population dans les villes. Donc les gens qui sont partis dans les villes, à l'époque, ils avaient leur savoir et c'est pour ça qu'ils cherchaient des plantes chez les herboristes. Mais après, en fait, ils sont restés dans les villes. Donc les générations suivantes, et puis après sont venus les médicaments, et les médecins et tout ça, et en fait ça s'est perdu. Le savoir s'est perdu, il n'est pas passé, il y a eu une rupture. Et après, les gens qui restaient dans les campagnes, je pense que ça a été pareil en fait, parce que les gens, ils ont plus été vers le médecin et les médicaments que vers leurs plantes. Et puis ça a été dénigré quand même, c'était quand même méprisé. Ouais, les remèdes de bonne femme. C'était vraiment les trucs, les pismémés, les machins, les trucs, en fait, c'était ça qu'on disait. Donc c'était pas pris au sérieux. Ce qui était pris au sérieux, c'était... Et pour aller dans le bon sens, en fait, il faut, si on ne regarde pas simplement le champ de la phytothérapie et des plantes médicinales, si on regarde ça en champ, on observe la même chose à partir des années 50-60, une rupture dans les transmissions, parce que les modes anciens, les savoir-faire, vont être remis en question en fait par la modernisation, l'industrialisation, et assez rapidement. Moi, j'ai enquêté beaucoup sur ces moments-là, et les gens me racontaient que j'aurais dû venir quand la grand-mère était là, parce que eux avaient décidé de ne plus transmettre. Alors c'était pour les
les croyances, les légendes, les contes, mais pour les pharmaciens, c'est pareil, c'était complètement dénigré en fait, comme savoir. C'était pas le savoir rationnel qui était prôné. Et peut-être que les gens eux-mêmes ont douté de leur connaissance aussi, tu vois, à ce moment-là, parce que ça marchait pas, c'était nul, et on avait des médicaments, et ça allait tout régler en fait. Ceux qui continuaient à se soigner par les plantes dans les années 60 étaient appelés les fatigués, c'est-à-dire les sorciers. Et c'était avec une connotation tout à fait péjorative. Alors qu'auparavant, les fatigués ou les fatiguères, on allait les consulter comme guérisseuses ou comme guérisseurs, parce qu'il y avait le sexe, mais surtout des femmes, mais il y avait aussi des hommes. Et c'est tout à coup, ce mot est devenu péjoratif alors que c'était un statut important jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres. Moi, quand je demandais aux gens pourquoi ils n'avaient pas, aux femmes que j'ai interviewées, pourquoi elles n'avaient pas transmis à leurs filles ou leurs petites filles, elles me disaient mais parce que ça sert à rien, parce que ça servait plus à rien, tout le monde s'en fiche de nos remèdes de grand-mère, on a les médicaments maintenant, c'est plus utile, il n'y a plus utile de transmettre. Mais c'est normal parce que c'était devenu la médecine des pauvres aussi, les médicaments et les herboristes, c'était devenu, à un moment donné, c'est devenu les médecines des riches, puisque c'était pas remboursé en fait. Ah oui, c'est vrai que ça a basculé. Et là, Oui, parce que les plantes, vous pouvez y aller, ça sera pas bon. Ça reviendra pas. Oui, maintenant c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire vous ne payez plus les médicaments chimiques, par contre vous payez les plantes. Donc les gens, il faut qu'ils soient très motivés pour pouvoir revenir à ça. Et pour autant, ça se passe quand même. Mais parce qu'on s'est rendu compte que ces médicaments chimiques faisaient plus de mal des fois que de bien, et qu'on en revient. Ils n'ont pas tenu leur promesse en fait de guérison pour tout. Voilà. Après, il y a eu aussi une perte de confiance avec les scandales sanitaires. Donc il y a eu aussi une perte de confiance dans les médicaments de synthèse, voilà, qui a fait que peut-être un petit électrochoc de. Vous avez d'accord qui a rejeté tout. Non, il y a eu. Non, mais bien sûr. Et ça a fait des électrochocs. Le Mediator, il y a eu Levothyrox, il y a eu là, il n'y a pas longtemps, il y a eu Levothyrox. Il y a eu quelques. Sur l'ensemble des molécules mises sur le Bien sûr, marché. mais justement, il y a toujours eu, ça a toujours été mis en confrontation, alors que ça n'a pas lieu d'être. Oui, c'est ce que je disais. Parce qu'il y a un complément et il y a pour certaines choses, par exemple, quand il y a des grosses infections dentaires et tout ça, si tu n'as pas d'amoxicilline, là, tu peux te mettre, t'enfiler des litres d'huile essentielle. Hein. Tu veux mettre la benoîte. Non mais c'est clair, ça va rien faire. D'ailleurs, avant les gens, je veux dire, les gens mouraient d'une appendicite. On mourait d'une appendicite. Aujourd'hui, c'est un truc totalement Il faut quand même qu'on regarde à l'âge moyen les espérances de vie en 50 ans. Combien on est passé à la fin des années 50 à aujourd'hui. Oui. Donc, c'est surtout la mortalité infantile qui a diminué. Parce que quand tu regardes un peu dans l'histoire, les gens ils vivaient quand même relativement vieux et quasiment aussi vieux qu'aujourd'hui. C'était pas grave, 80 ans. C'était pas grave. Après, c'est ce qu'on dit. En fait, le tort qu'ils ont eu, je trouve, c'était pas de nous vanter les mérites, parce que finalement, on est très content de les avoir. Effectivement, ça a amélioré énormément, même au niveau chirurgie, on a fait des progrès énormes. Mais enfin, aujourd'hui, s'il fallait revenir en arrière, on perdrait énormément. Mais ce qu'ils ont eu le tort, c'est de dire allez, les plantes c'est nul, on n'en parle plus. En fait, ils nous ont. Pourquoi en fait ils auraient mis les deux en disant comme avant, on utilise les plantes pour le premier, le tous les jours, et puis si ça ne fonctionne pas, on va utiliser les médicaments. Et bien, ils n'ont pas fait ça. Et en fait, c'est ça en fait le problème, c'est l'absence de complémentarité. Et il faut pas dire, faut pas tout dénigrer effectivement. C'est juste se réapproprier ça dans notre quotidien et l'associer judicieusement. Des fois, on en a besoin des médicaments, et bien, réservons-les à l'urgence quand il y en a besoin, et on est très content de le faire. Après, il y a un problème aussi, c'est au niveau de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'y retrouve plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment qu'un discours, quand on essaye d'aborder, on veut davantage d'écoute, etc. Ben là, c'est voilà. Et on est dénigré quand on dit, et là, quand on veut, on appelle à la complémentarité. Et du coup, on n'est pas du tout écouté là-dedans, et on est
Alors ça, c'est beaucoup les médecins de l'ancienne génération. Aujourd'hui, les nouveaux médecins, il y en a une partie qui écoute ça et qui est ouvert à ça, et tant mieux. Moi, je travaille avec des médecins. Je travaille avec des médecins et on travaille ensemble. Je travaille même avec des psychiatres qui de temps en temps se disent là, il n'y aurait pas besoin d'antidépresseurs, on ne va pas l'accoutumer à ça, allez voir l'herboriste. Et donc, on travaille ensemble. Donc, il y a quand même des médecins qui sont ouverts à ça, mais il y en a très peu. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus le choix. Et voilà, il y a aussi, ce que je disais, l'accès aux soins. Finalement, les médecins, ils ont plus le temps de vous recevoir, ils ont plus le temps de vous écouter. La consultation, elle dure 15 minutes, mais c'est pas vraiment de leur faute. Ils ont un panel de patients énorme. Et en fait, il y a un gros problème de nombre de médecins en France, quoi. Enfin, on le dit, hein, mais c'est pour ça qu'il y a un essor aussi de la naturopathie, Alors, parce que c'est dans ce cadre-là que les Je gens venais, certaines- en venant, il y a une émission sur France Inter, en venant, c'était sur ce sujet-là, la naturopathie. Alors voilà, c'était est-ce qu'on va agir en complémentaire? C'était complètement aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, c'est la même chose Donc, il y avait entre pharmacien et herboriste et naturopathe et médecin. On les oppose. Mais n'importe quoi, le naturopathe, il ne fait pas du tout le même travail que le médecin. Il est là pour l'hygiène de vie, pour le quotidien, pour la prévention, pour éviter que ça se passe mal et qu'on en ait. Et évidemment qu'il ne remplace pas le médecin, il ne remplacera jamais le médecin. Mais c'est dommage, je trouve, parce que si on était en bonne intelligence et qu'il n'y avait pas. Certains, ils ont beaucoup d'orgueil, hein, il y a des médecins qui ont appris comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et si on s'ouvrait un peu plus les uns aux autres, on arriverait mieux à communiquer, ce serait au bénéfice des gens, en fait, hein, parce que voilà, il y aurait tout un travail à faire à ce niveau-là. Du coup, j'entends qu'il y a un enjeu de réappropriation des savoirs, qui est aussi un enjeu d'autonomie, en tout cas d'autonomie sur le quotidien, même si à ne pas mettre en confrontation avec la médecine. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des synthèses de travaux justement sur des réappropriations de savoir à titre spécifique? Je pense par exemple, on parlait tout à l'heure de l'usage des hormones, tout ce qui est l'usage des plantes par exemple pour des usages hormonaux qui peuvent être, je ne sais pas, sur des parcours de transition, sur de l'usage hormonal, savoir connaître les oestrogènes, connaître la testo, des choses comme ça. Je me demandais aussi sur plantes et santé mentale, est-ce qu'il y a des synthèses de travaux qui peuvent être après des partages collectifs comme ça sur des thématiques? Alors sur des thématiques spécifiques, comme vous le dites, ça ne me parle pas. Par contre, sur la réappropriation de l'autonomie, il y a des ouvrages qui existent. Moi, j'aime bien 1000 remèdes à faire soi-même de Claudine Lu aux éditions Terre Vivante. Vous partez de la botanique, comment on transforme chez soi, avec le matériel qu'on a chez soi, et quels usages on peut en faire. Et donc ça, tout le monde c'est accessible à tout le monde, mais c'est global. C'est sur les plantes de chez nous et des usages vraiment très global. Sur la thématique que vous me dites, je ne crois pas que ça me parle. Et sur la santé mentale, pareil. Sur la santé mentale, Parce que vous parliez de mais ça doit exister. Hein. Il y a eu beaucoup d'études. Voilà, par exemple, les propriétés du pertuis, elles sont. Mais est-ce qu'il y a des elles sont reconnues. De toute façon, les propriétés des plantes ne sont pas niées. Ah oui, non, j'ai pas ça, c'est savoir s'il y Non, avait une mais, synthèse elles sont pas une bibliographie. Pour le coup, les fleurs de bac, comme on parlait, là c'est intéressant, les fleurs de bac. Vous allez travailler sur l'émotionnel. Chaque fleur va travailler sur l'émotionnel. Là, ça peut être super intéressant, effectivement, pour la santé mentale. Après, si je peux me permettre, dans les fleurs de bac, il y a quand même des choses qui tiennent clairement de l'ésotérisme et qui n'ont aucune validité moi, je scientifique. compare à l'homéopathie, c'est-à-dire on n'explique pas tout, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est juste qu'on n'a pas encore expliqué scientifiquement. Il y a des gens, les fleurs de bac, pour l'avoir approché de très près, on utilise un équivalent du tarot de Marseille pour savoir quelle plante prendre. Quoi. Pardon? C'est quoi une fleur de bac? Et c'est quand même très lié à la théosophie, à Steiner et tout. Et il y a des choses qui, au niveau de l'Union européenne, sont qualifiées de sectaires. Mais après, je pense débat que. est ouvert. Moi, je dis que des fois, il y a des choses qu'on n'explique pas scientifiquement. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on l'a pas encore expliqué que. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense juste qu'après là, c'est des terrains où on commence à flirter avec des choses. Ah, où les il fleurs faut de bac à la base, prendre des on n'est pas obligé de le faire au tarot. Il y a une oui, fleur bien pour sûr. un type d'émotion. Moi, je le mets en comparaison avec l'homéopathie, qui sont effectivement scientifiquement, on n'arrive pas à l'expliquer. Oui. Mais pourtant, on a des résultats. Après,
après, il y a l'effet placebo. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais je veux dire, quelque part. C'est ce que j'allais dire, le placebo n'est pas du tout à exclure. Si ça marche. Et on appelle l'effet placebo l'intention qu'on met dans quelque chose. Tu vas savoir peut-être qu'un jour on découvrira que l'énergie, l'intention que tu mets dans une chose. C'est déjà prouvé que c'est Et l'énergie. bien voilà. Ils le font déjà, il y a des gens qui le font en De toute façon, le placebo, il est utilisé dans les protocoles scientifiques. Parce qu'il y a même eu des tests de fait. Des gens redevenaient des placebos, on donne des médicaments. Ceux qui avaient les placebos se guérissaient eux-mêmes et les autres qu'on donnait les médicaments étaient toujours malades en fait. Il y a déjà eu des expériences. Mais on en revient aussi quand on parle de l'écoute. Je vous disais, on n'est plus écouté. La personne, elle vient me voir. Déjà, je l'écoute, je suis en empathie avec ce qu'elle me dit. Déjà, elle ressort avec éventuellement un remède ou pas. Hein. D'ailleurs, elle peut ressortir sans rien. Elle est déjà, on a fait la moitié du chemin. Parce qu'on l'a écoutée, elle a déchargé son fardeau et au moins elle a été écoutée. Et bien, il ne faut pas sous-estimer ça. Ça fait partie du soin. Le placebo, c'est 35%. Mais c'est à peu près équivalent au remède. Oui. C'est pour ça que ça vaut peut-être la peine, ce que tu disais tout à l'heure, d'archiver aussi Oui. la connaissance des rituels qui accompagnaient les soins. Parce Oui, qu'en oui, fait, ce que alors, c'est psychologique, ça y joue. le chanoine Sol a écrit, comment ça s'appelle, Percy d'autrefois, qui est en deux ouvrages et qui retranscrit tout ça. Et c'est très intéressant. Après aussi, il y a les fréquences. Tu peux le redire, pardon, excuse-moi. Tu peux redire? Chanoine Sol, S-O-L. Eugène. Ouais, Eugène Sol. Il a écrit en 1830. Enfin, il a écrit fin du 19e et début du 20e. Donc il ne retranscrit pas que les usages médicinaux, hein, c'est la vie du quotidien des gens sous toutes ses formes. Et du Quercy, passionnant. Ouais, c'est passionnant à lire. Et après, il y a les fréquences aussi où elles sont dites. Pardon? Il y a les fréquences aussi où elles sont dites. Non. Il y a une bibliographie à la fin, enfin, mais il ne parle pas du nombre de témoignages ou du nombre de... Dans le petit plantes et compagnie, aussi, il y a une partie sur les plantes sacrées, qui sont, dont beaucoup d'infos viennent de Chanoine Sol, mais pas que, c'est aussi du recueil de témoignages graphiques. Et ce qui m'a moi frappé quand j'ai fait cette petite recherche, elle était petite, c'est de voir qu'à chaque période, soit de la vie, tous les moments, tous les rites calendaires, tous les moments de l'année, donc les rites calendaires, donc Noël, Pâques, la Saint-Jean, le Gazo, tout ça, à chaque fois on a des plantes associées et des rituels associés. Donc ça c'est tout à fait sûr. Et de même pour les rites de passage dans la vie des gens, donc la naissance, les communions, le mariage, évidemment, la mort, enfin voilà, à chaque fois, les plantes sont sollicitées et sont comme des médiatrices en fait, entre les gens et les morts, entre le sacré et le profane, enfin, voilà. Ça va bien. C'est le Plantes et compagnie. Est-ce qu'il est avant? Oui, on peut l'acheter aussi. Il est super. Il y a des photos, il y a des... Ici, je ne sais pas, mais en tout cas, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Voilà, il est vachement, enfin vous pourrez consulter et surtout il est chouette à lire. Et donc, c'était justement une question par rapport aux plantes de la Saint-Jean, on les a jouées, donc le moment où les plantes ont le plus de force vitale, ça aussi c'est quelque chose qui est confirmé par les observations scientifiques en fait. La puissance des plantes à un moment donné. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la puissance en fait, c'est un équilibre. Puisque tu as la même durée de jour et de nuit. Donc en fait, tu as un équilibre aussi des forces entre l'ombre et la lumière. Mais c'est clair que c'était pas pour rien que c'était que le jour de la Saint-Jean, on récoltait nombre de plantes. C'était des rituels. Ouais, on allait cueillir, c'était ce jour-là. La nuit, parce que c'était la nuit. On connaît la nuit, alors je sais pas pourquoi. Parce que c'est mieux si tu fais un rituel de faire des choses qui sont Ah oui, c'est simplement ça. Parce que c'est ma vision. Hein, après, je dis pas que. Parce que les plantes sont.
la nuit en... Elles ont plus de fraîcheur. Oui, Normalement, on les récolte. Oui, il y a des heures On les récolte plutôt à midi, voilà, surtout les fertiles. Ah, d'accord. Mais je veux dire aussi, si tu veux, dans le rituel, ou dans la magie, en fait, il y a justement tout ce truc mystérieux. Et toi, toute la confiance que tu vas avoir dans la personne et dans son pouvoir, puisque il te fait croire, peut-être qu'il n'a rien du tout, qu'il a un pouvoir que toi tu n'as pas. Parce qu'il y a quand même cette notion dans l'espèce humaine d'avoir du pouvoir sur les autres. Et faire croire que toi tu peux faire des choses que si je te les explique, tu peux les faire très facilement, ben en fait c'est pas bon pour l'ego quoi. Donc en fait plus c'est compliqué et plus ça semble sortir de l'ordinaire, et plus ça va provoquer en soi quelque chose, tu vas dire ouais c'est génial, ça marche. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'effet placebo justement. Si tu vas, regarde, tu le vois souvent, les gens ils viennent parce que quelqu'un leur a dit ah je veux ça parce que ma copine elle m'a dit que c'était super, que ça marchait. Donc en fait, mais tu as 50% du boulot est fait. Parce que la personne elle a déjà donné son accord. Elle a déjà enclenché quelque chose à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle a déjà enclenché une guérison en fait. Donc pour moi ça procède de ce truc-là, ces histoires de rituels, de magie. Et puis aussi parce que tu emmènes les gens dans autre chose de leur mental, tu les déconnectes en fait comme tous les trucs chamaniques, les élucidations, les voyages de tambour. En fait, tu déconnectes de ton quotidien et du coup tu es disponible pour autre La chose. différence dans le rite, c'est qu'avant le rite, on n'est pas pareil qu'après le rite. Voilà. Mais pour moi, après, Il me semble que demain soir, il y a sur France 2, je ne sais pas, j'essaie de, mais je ne suis pas bonne en internet, de vérifier. Il y a une émission sur la préhistoire et il me semble qu'ils vont parler de l'évolution du rôle de la femme, justement dans le maintien de la santé, Super intéressant. dans les familles. C'est bien, ça sera bien complémentaire de ce qu'on a dit aujourd'hui à regarder du coup. Ok. J'espère ne pas avoir... Il faut regarder, on regardera. Et juste sur les questions de rituels et de rites, je me dis aussi qu'il y a toute la partie aussi de la communauté et qu'on a tendance à mettre beaucoup de côté et à, je sais pas, à diaboliser sur ce truc de se créer, ou en tout cas, se créer des moments de communauté où en fait le soin a lieu aussi, en fait, c'est-à-dire l'expérience collective, le tissu que créent ces rites-là, et la transmission, c'est ça, et l'oralité, c'est ça. En fait, l'oralité, ça permet que ça soit l'un avec l'autre en face, on ne peut pas le récolter à distance, ça doit être dans une relation directe, en fait, qui a moins lieu, je trouve, aujourd'hui, peut-être qui manque sur ce tissu-là, et de soins dynamiques, c'est-à-dire c'est un échange entre 2, 3, 10 personnes, et qui sont reliées par quelque chose, quoi. Il y a eu beaucoup de choses qui se transmettaient dans un... Moi, je vois, j'ai rigolé parce que j'étais avec j'ai une dame qui faisait partie d'un hameau et qui me disait j'étais l'herboriste du hameau. Et elle me parle des feuilles de noyer, elle me dit mais j'étais la seule dans le Lot à utiliser ça. Et en fait, pas du tout, mais c'était quand même très cloisonné de hameau en hameau et les connaissances se transmettaient autour. Et elle prenait soin de tout le hameau. Mais ça s'était fait naturellement parce qu'elle avait peut-être un petit peu plus de connaissances que les autres. Mais oui, du coup, il y avait cette espèce de vie de communauté comme ça, ou de partage entre eux, quoi. Et ça, on commence à le revoir. Il y a de plus en plus de communautés, notamment l'Arzac, Verfeil, tout ça, où des gens vraiment qui vivent de plus en plus ensemble. Et il y a un botaniste, une arboriste qui sont là pour soigner en fait, la communauté. Dans ce rôle-là, d'autres en ont un autre rôle. Ça se retrouve maintenant de plus en plus. Alors ça se passe plus ou moins bien, mais je pense qu'à l'époque c'était déjà pareil. Ça se passait plus ou moins bien. Mais ça se passait parce que c'était comme ça. C'est comme on avait les parents et les grands-parents avec nous sous le même toit. Ça ne veut pas dire que ça se passait mieux que chez les autres, hein, mais c'était comme ça. On vivait ensemble, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. On a Merci.
à vous. Merci à vous pour votre intérêt très intéressant.